Si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous connaissez, la plupart d'entre vous me répondriez 6, 7 ou 8. Et pourtant, les neurosciences nous affirment que 80% de nos décisions quotidiennes sont faites par notre inconscient sans que l'on s'en rende compte du tout. Autrement dit, nous avons l'impression de nous connaître, mais en réalité, nous sommes gouvernés par des automatismes, par notre inconscient. Nous vivons tous avec cette conviction profonde que nous nous connaissons. Nous pouvons expliquer nos choix, justifier nos actions et surtout raconter notre histoire. Ça, tout le monde adore raconter son histoire, à quel point c'est une victime ou un héros dans le quotidien de leur vie. Et si je vous disais que cette sensation est votre plus grande illusion dans votre vie? La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi notre cerveau nous trompe sur nous-mêmes. Pour répondre à cette question, nous allons aborder 3 points, dont le premier est le narrateur mythomane dans notre tête. Notre cerveau a un besoin constant de rationaliser nos choix. Il se crée des histoires cohérentes en permanence pour justifier nos choix, nos décisions et nos actions quotidiennes, même quand celles-ci sont fausses. D'ailleurs, à ce sujet, des chercheurs ont montré 2 photos de visage à des participants et leur ont demandé laquelle était la plus attirante. Ensuite, par un tour de passe-passe, ils leur ont présenté l'autre photo et leur ont demandé d'expliquer leur choix. Incroyablement, la plupart n'ont pas remarqué la supercherie et ont inventé des justifications pour une décision qu'ils n'ont même pas prise. Cette petite expérience nous montre à quel point notre cerveau a besoin de rationalisation. On a besoin de justifier consciemment nos choix, de les justifier bien entendu aux autres et à soi-même. Cette petite expérience est très rigolote, mais je vais vous donner un exemple plus concret dans notre quotidien. La plupart des gens n'acceptent pas le fait qu'ils mentent. D'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils mentent, ils disent qu'ils arrondissent les angles. Ils mentent pour le bien d'autrui. Ils mentent pour ne pas vexer. Ils mentent parce qu'ils ont peur de créer de l'émotionnel chez la personne en face d'eux. On peut se raconter comme ça l'histoire que l'on est à sa place, dans son métier, que l'on adore son métier, alors qu'en fait, il ne nous plaît absolument pas. Ça peut permettre de se donner l'impression que l'on est aux commandes, que l'on maîtrise la situation. Alors qu'en fait, on fait ce métier parce qu'il rémunère plutôt bien et que ça me permet d'être en sécurité. Je dis absolument pas que c'est un mal d'être en sécurité, de vouloir se mettre en sécurité au niveau financier, mais je dis qu'il est nécessaire d'être au clair avec nos choix profonds. Parce que plus on va se mentir à soi-même, moins il va être facile d'y voir clair. Et l'on passe énormément de notre temps à nous raconter des histoires. D'ailleurs, notre vie est une succession d'histoires que l'on se raconte. On a piqué comme ça dans notre enfance quelques souvenirs pour se raconter une histoire. On a eu une multitude d'informations pendant toute notre enfance, et pour raconter notre histoire personnelle, la personne que je crois être, c'est-à-dire le Joachim, le jeu, on va dire, la personne que je suis, que je m'imagine, d'accord, être, on a piqué dans notre enfance, comme ça, et au cours de notre adolescence, quelques bribes de souvenirs pour nous raconter notre propre histoire. Je vais vous donner un exemple qui est le mien. Il y a des personnes qui ont une légende personnelle de « je me suis fait tout seul », qui se croient s'être fait tout seul. C'est souvent des personnes qui sont en opposition avec leur famille quand ils ont grandi, non pas en opposition, en confrontation ou en guerre, c'est pas du tout ça, c'était pas mon cas d'ailleurs, mais en opposition dans la façon d'observer le monde, duquel j'observais le monde était pire qu'opposé, je dirais, était vraiment antinomique. On peut comprendre le point de vue de l'autre, mais c'est vraiment 2 façons de voir le monde totalement opposées. Donc à la fois complémentaires dans le sens où les opposés, d'accord, comme dans le signe du yin et du yang par exemple, sont nécessaires pour créer un équilibre, mais la racine profonde de ce qu'on est n'est pas du tout le milieu dans lequel on a grandi. Ce qui crée d'ailleurs souvent chez ces personnes la sensation de s'être construit tout seul, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le soutien de leur famille, en tout cas de l'angle de vue duquel ils regardaient. Et donc, toutes les personnes qui viendront les aider sur leur chemin, ils ont tendance à les mettre de côté, moi y compris. Maintenant, j'en ai conscience, donc je tempère ces choses-là, mais c'est un biais que j'ai, et c'est un biais que j'observe chez plusieurs personnes qui ont cru s'être fait tout seul. Et ça peut être quelqu'un qui se sent trahi par son compagnon parce que celui-ci l'a trompé. Et en fait, quand on regarde l'acte en tant que tel, son compagnon a juste fait l'amour avec une autre femme. La sensation qui peut être vécue, ça peut être de la tromperie, de l'abandon, du rejet. Voilà, tout ça pour dire que dans une même situation, il y a des tonnes d'histoires qu'on peut se raconter,
Et il y a un filtre que l'on pose sur la réalité qui nous permet de vivre notre histoire personnelle, de nous, à la fois d'attirer de l'attention quand on va raconter cette propre histoire, souvent en se mettant en victime ou en héros, victime de la situation, ou en héros, j'ai sauvé machin, donc voilà, bon, le fameux triangle de Karpman. Hein. Je pourrais vous faire d'ailleurs une vidéo sur le triangle de Karpman si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo dans le futur sur ce triangle-là. Cette femme a une multitude d'interprétations à partir de ce réel. Et notre cerveau va tirer les informations nécessaires pour nourrir notre propre légende personnelle, de manière inconsciente. L'important est de connaître un petit peu ces légendes personnelles, d'aller voir en soi ces légendes personnelles, les histoires qu'on se raconte constamment depuis notre enfance. Le but n'est pas de se construire une nouvelle histoire personnelle plus brillante, plus jolie, plus machin. Le but est d'en prendre conscience et du coup, de ne pas se faire prendre inconsciemment dans cette histoire personnelle. Au fur et à mesure, ça va se détricoter, ça va se délier et les choses vont paraître plus fluides. On va même des fois rigoler de nous-mêmes parce que c'est un petit peu caricatural souvent. Et ça va nous permettre d'autant plus de comprendre les autres. Parce que les autres sont aussi dans leur propre histoire personnelle et ils nous sortent à chaque fois la même histoire. C'est même des fois un petit peu fatigant, je trouve, dans les relations et la communication. En deuxième point, il y a les angles morts de notre conscience. Notre conscience est comme une lampe torche dans l'océan. Elle éclaire seulement une petite partie de ce que nous sommes. Donc, nous avons plein de ce que j'appelle des angles morts. C'est des points que l'on voit pas et que l'on ne sait pas que l'on voit pas. Donc, c'est compliqué de les mettre en lumière, ces points-là. Juste avant, je vous parlais du fait de raconter toujours la même histoire personnelle et que personnellement, j'aimais bien, des fois, en fonction des circonstances, me raconter l'histoire que je me suis fait tout seul, dû à l'histoire familiale que j'ai. Avant que j'en prenne conscience, c'était donc un angle mort. Je n'en avais pas conscience et je jouais ce rôle sans en avoir conscience. Maintenant, il m'arrive toujours de jouer ce rôle et de prendre conscience lorsque je joue ce rôle-là, mais ça me permet de prendre de la distance et d'arrêter d'alimenter cette chose-là de manière inconsciente. Mais on a tous des tonnes d'angles morts. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans son introspection, c'est d'aller voir ces angles morts-là. Alors, on n'en trouve pas un tous les 4 matins, je vous préviens. En général, quand on en trouve un, ça demande aussi beaucoup de travail et beaucoup d'implication pour dénouer ce nœud-là. Surtout si c'est un nœud lié à l'enfance, aux histoires familiales, etc. Plus c'est un nœud, on va dire, qui est loin, plus en général, je dis bien en général, c'est un petit peu long à détricoter. Au niveau des explications scientifiques, les neuroscientifiques considèrent que l'on a environ 11 millions d'informations qui nous arrivent toutes les secondes, mais que l'on n'en retient que 40 à 50. Donc on fait un tri permanent, d'accord, comme un filtre, des informations qui à la fois nourrissent notre histoire personnelle, comme vu juste avant. C'est un petit peu comme si nous étions un réalisateur et que l'on choisissait les bandes vidéo que l'on a tournées pour raconter une certaine histoire. Mais si je voulais raconter une autre histoire, je pourrais sélectionner d'autres bandes vidéo. Si je voulais raconter encore une autre histoire, je pourrais sélectionner d'autres bandes vidéo. Si je veux raconter l'histoire que je suis une bonne personne, bah, c'est aussi un truc que je vois tout le temps, partout. Je suis fatigué de ça, je vais vous avouer. Mais si on veut raconter l'histoire que je suis une bonne personne, eh ben, je vais prendre tous les films comme quoi j'ai sauvé, j'ai aidé des gens à l'autre bout du monde, des enfants dans un orphelinat, c'est génial, je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un qui fait de l'écologie, mais il faut que je le dise, d'accord ? Je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un qui prend le train au lieu de l'avion, mais il faut que je le dise sur les réseaux parce que je suis une bonne personne. Bon, voilà. Le truc de la bonne personne, c'est se raconter des histoires comme quoi on est une bonne personne. Et du coup, on omet consciemment ou inconsciemment, et la plupart du temps inconsciemment, le fait d'être une mauvaise personne. J'avoue, je vais faire un point là-dessus que j'en ai marre des gens qui se prennent pour des bonnes personnes. On a tous des bons et des mauvais côtés, et si l'on met de côté le mauvais, entre guillemets, ce que l'on considère comme mauvais, qui peut être l'agressivité, des fois il est nécessaire d'être agressif. Si quelqu'un essaye de kidnapper ma fille à la sortie de l'école, je serais très content de devenir agressif. Des fois, il faut savoir aussi s'énerver pour poser ses limites. Et il y a des gens qui comprennent le fait de poser ses limites que lorsqu'on s'énerve. Et j'en parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé à peu près il y a 6 mois. J'ai dû m'énerver face à la compagne d'un ami parce qu'elle dépasse tout le temps les limites. Je l'ai prévenue plusieurs fois que là, elle dépassait la limite. Elle n'a pas voulu l'entendre. Je lui ai dit, attention, je vais m'énerver. En plus, j'étais fatigué, donc ma patience était légèrement limitée, je l'avoue aussi. Et là, je me suis énervé. Et je l'ai prévenu. Là, si tu continues encore, je vais m'énerver. Bon, elle a voulu jouer. J'ai dit, attention. Elle a continué à jouer. Bon, bah, il n'y a pas de souci. On continue à jouer. Bah, moi, je vais m'énerver. Je vais jouer l'énervement.
Mais oui, des fois, il est nécessaire de jouer les mauvais rôles. Et ce n'est pas parce que l'on fait de la méditation, que l'on fait de l'introspection ou des choses comme ça, que l'on est toujours zen, souriant et qu'on en accepte tout. Il faut aussi apprendre à dire non. Je dis pas qu'il faut taper sur le premier venu, qu'il faut s'énerver parce que quelqu'un vous a fait une queue de poisson et klaxonner à fond, etc., qu'il faut lâcher ses nerfs sur tout le monde. Je dis juste que la plupart des gens que j'observe autour de moi qui veulent être des bonnes personnes, c'est des gens qui ont à la fois peur de générer de l'émotionnel chez les autres et c'est des personnes aussi qui ont du mal à dire non. Bon, je referme la parenthèse parce que là, j'ouvre des parenthèses à chaque fois énormes. Et le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit pas trop longue. Donc, je referme la parenthèse et on revient sur notre sujet. À un niveau plus concret et moins intérieur, il y a une expérience qui a été faite qui est très rigolote. C'est l'expérience du gorille invisible. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est en fait des gens qui font du théâtre et qui se font des passes de ballon et d'autres choses, je me rappelle plus tout à fait très bien. Et en fait, on nous demande de rester concentré et de compter le nombre de passes de ballon qui sont faites. En fait, on va rester concentré donc sur quelque chose, vraiment, et les choses vont assez vite, donc il faut rester vraiment bien concentré. Et la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte, lorsque l'on fait cet exercice, qu'il y a un gorille, comme ça, qui passe dans l'image, mais derrière, mais vraiment proche de ce qui se passe, qui fait un aller, qui fait un retour. Et en fait, on est tellement concentré sur une chose que l'on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de cette chose-là. Et en fait, cette histoire d'angle mort, c'est vraiment ça. C'est que souvent, on est concentré sur une chose, sur notre propre histoire, ou sur une chose en général, et que l'on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de cette chose-là, ou autour des choses générales sur lesquelles on est focalisé. Et donc, on n'a pas une vision d'ensemble du paysage. Ce qui nous rend, entre guillemets, aveugles à la situation générale pour une compréhension générale. Et c'est vrai que l'introspection passe par de la compréhension. Il y a aussi la mise en action, mais la compréhension est nécessaire. En troisième point, l'identité est une construction sociale. Nous croyons avoir un vrai moi, une vraie personnalité, mais lorsque l'on voyage et que l'on se confronte à des nouveaux groupes d'amis, souvent se découvrent des nouvelles personnalités. Je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai voyagé seul pendant un petit moment quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me suis découvert des nouvelles personnalités parce que rencontrer des nouveaux types d'amis, parce que les gens projetaient sur moi des choses différentes. Et souvent, on répond consciemment ou inconsciemment aux projections que l'on fait sur nous. Ceci prouve bien que mon identité n'était pas du tout figée en une identité, mais en fait était quelque chose d'évolutif en fonction de mon environnement, des personnes que j'avais en face de moi, et aussi des années qui passaient. Bref, on se rend compte que notre identité n'est pas aussi rigide, n'est pas aussi figée que l'on voudrait qu'elle soit. Elle est en perpétuelle évolution et l'introspection permet de mettre de la souplesse, de la fluidité dans notre caractère et permet aussi de mieux se connaître, donc éviter de tomber dans des pièges inconscients. Pour approfondir votre introspection, je vais vous donner 3 techniques pour apprendre à mieux se connaître. La première, c'est la méthode des pourquoi. Posez-vous 5 pourquoi successifs sur des convictions ou des préférences que vous avez. Par exemple, j'adore mon travail. Pourquoi ? Parce que j'y gagne bien ma vie. Pourquoi est-ce important ? Parce que ça me donne un sentiment de sécurité. Pourquoi la sécurité est-elle importante ? Parce que j'ai grandi dans l'instabilité financière. Et je n'ai plus jamais envie de compter chaque petite dépense de mon quotidien. Parce que cette peur est devenue une partie intégrante de mon identité. Et bam, voilà, t'as compris en 5 questions qu'on est allé au cœur du problème. On est passé d'un simple fait banal, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus profond. Et le but n'est pas de dire que le besoin de sécurité est une chose de mauvaise, c'est de le comprendre, de voir à quel point ça vous pourrit la vie, mais de voir à quel point ça vous apporte du bon, et d'essayer de changer la partie qui vous pourrit la vie, mais de garder la partie qui vous amène du bon. Si ça vous amène du bon, si ça vous amène pas du bon, de changer la partie qui vous pourrit la vie. En deuxième point, le journal des réactions émotionnelles. Pendant une semaine, notez à chaque moment où vous vivez une émotion forte dans votre journal. Par exemple, vous êtes en réunion et un collègue vous coupe la parole. Vous sentez en vous une irritation monter avec une colère qui vous submerge, votre rythme cardiaque qui augmente. Notez pourquoi cette interruption vous a tant frustré. Vous réaliserez que cela touche des schémas inconscients. Par exemple, j'ai grandi en ayant l'impression qu'on ne m'écoutait jamais, que mon avis ne pesait pas dans la balance, que j'étais invisible. À vous de faire votre introspection à travers ce journal intime. Ça va vous permettre de comprendre de plus en plus vos schémas inconscients. Les émotions fortes sont une excellente chose à mettre en place parce qu'elles sont faciles à identifier vu que c'est des sensations très fortes à l'intérieur de notre corps. En troisième point, l'expérimentation. Tester quelque chose
à l'absolu opposé de ce que vous pensez être. Vous pensez être quelqu'un de timide et d'introverti, essayez de parler en public. Faites une petite conférence, une petite intervention, etc. Vous pensez être quelqu'un de peu sportif, essayez différents sports. Le but est de sortir de vos automatismes. Vous êtes convaincu que vous êtes introverti, allez sociabiliser avec des personnes totalement inconnues. Il est nécessaire souvent, lorsque l'on expérimente, de sortir de sa zone de confort. Et c'est, je le sais, inconfortable, bien entendu. Souvent, on a des peurs liées à ça. Mais une fois que l'on traverse nos peurs et cet inconfort, on se découvre aussi des nouvelles facettes de soi. Vous réaliserez aussi que ce n'est pas une vérité absolue, que c'est une façon de voir les choses conditionnée par votre passé. Dans la vie, on a deux possibilités. Soit provoquer les changements soi-même, soit ils se présentent d'eux-mêmes naturellement. Quand ils se présentent d'eux-mêmes naturellement, essayez de relever le challenge, même si cela est inconfortable. Mais des fois, on peut aussi volontairement essayer de sortir de nos schémas de pensée inconscientes, de sortir de nos automatismes. Bref, l'illusion de la connaissance de soi est peut-être notre plus grande prison, de croire que l'on se connaît. Mais en reconnaissant cette illusion, nous pouvons petit à petit commencer à nous en libérer. La vraie connaissance de soi ne consiste pas à savoir qui l'on est, mais à embrasser pleinement ce que nous sommes en train de devenir. Si tu veux une méthodologie pour apprendre à faire ta propre introspection, va voir cette vidéo et n'oublie pas, explore, comprends et prends soin de toi.